Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette journée de conférence sur Salou, donc la journée digitale de la relation client organisée par tous ces merveilleux sponsors que vous voyez à l'écran actuellement. Alors donc moi je vais vous faire un petit pitch sur tout ce qui est animation. Donc je vois que vous êtes en train de nous rejoindre actuellement, de si bonne heure. Donc vous avez deux onglets que vous pouvez utiliser pour interagir. Le premier c'est l'onglet Converser. Je vous invite à cliquer dessus et n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Pensez bien à cliquer sur le petit bouton bleu, c'est actuellement sur conférencier. Pensez à le mettre de conférencier à participant. Comme ça, vous pourrez en fait voir ce que commentent les autres personnes actuellement présentes. Vous avez également un onglet questions-réponses. N'hésitez pas à l'utiliser, ce qui va permettre en fait. Donc là, je vois que merci Anne-Laure donc qui me répond. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses. En fait, on va pouvoir les trier, les garder en stock et Karine et Thierry qui vont animer cette conférence pourront y répondre au fil de l'eau ou à la fin de la conférence. Je vais inviter tous les conférenciers donc à me rejoindre. Je vais laisser la main également à Alexandra pour les slides. Bienvenue Thierry, bienvenue Karine. Salut. Et la parole est à vous. Bienvenue Brandan. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Karine, merci Thierry. Et donc, Benoît l'a dit, bienvenue à cette troisième édition des Journées digitales de la relation client. Je prends juste quelques secondes pour vous dire que durant toute la journée, vous avez accès à des conférences hyper intéressantes sur différentes thématiques liées à la relation client. Ces conférences, on les a travaillées assez durement avec les partenaires de l'événement, qui sont donc Axelis, Easyware, Coaldesk, Talk, Smart Tribune, Opal Consulting et Mediatek CX. Et notre objectif de la journée, c'est de vous proposer un contenu riche avec des interventions de personnalités inspirantes. Et donc, sans plus tarder, on vous propose, et Brendan, si tu en es d'accord, je te propose qu'on commence cette journée digitale avec cette conférence d'ouverture qui va être placée sous le signe de la bienveillance et de l'optimisme. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Alexandra. Je suis Brendan Netral, je suis cofondateur et directeur général d'Easyware. Et je suis ravi d'avoir l'opportunité d'ouvrir cette journée avec vous toutes et tous. Alexandra, tu parlais de personnes inspirantes et j'ai le plaisir de vous présenter Karine Schrenzel. Merci Karine d'avoir accepté notre invitation pour intervenir ce matin. Je vais dire quelques mots à ton sujet avant de repasser la parole à Alexandra qui présentera Thierry. Donc Karine, lorsque j'ai découvert ton parcours, j'ai noté que tu étais une femme qui manifestement aimait les défis, dans la mesure où tu reprends des entreprises iconiques. Si on ne devait en citer qu'une, il y a les Trois Suisses, mais plus récemment, Rue du Commerce, que tu as repris en 2020. Après une première vie professionnelle dans le secteur du conseil et de la finance, tu es devenu entrepreneur en 2007 et tu as fondé le site de cosmétiques masculine Men Corner. Et tu t'es associé, et c'est là où je me suis dit également que tu aimais bien les défis, tu t'es associé avec ton mari pour créer Shop Invest, qui est un groupe e-commerce français qui regroupe 10 sites de mode, déco et high-tech. Au sujet des Trois Suisses, je lisais hier que tu disais que vous aviez réussi à recréer l'esprit Trois Suisses, une marque engagée, patrimoniale, précurseur, innovante, féministe, le chouchou des Français, des Françaises et des Français. Donc bravo pour tout ça. Et pour finir, je précise également que tu es nominée cette année à l'élection de la femme digitale de l'année 2021. Et donc je vous encourage toutes et tous à voter pour Karine d'ici le 4 juin. Elle a besoin de vos votes. Voilà. Et Alexandra, je te repasse la parole. Merci Brendan et merci pour le petit coup de pub en plus. Enfin. Allez voter. Donc pour ma part, je vais présenter Thierry Chamouton. Thierry, tu es depuis plus d'1 an le directeur général de l'INRC, c'est l'Institut national de la relation client. Et si on revient sur ta carrière, elle débute à Paris-Assas en tant qu'enseignant en microéconomie et économétrie, ce qui m'a rappelé, moi, de très mauvais souvenirs. Après un passage par l'agroalimentaire chez Nestlé Waters et par les SS2I, notamment Atos Origine, tu intègres le groupe Canal+ en tant que directeur de la relation client, où tu es en charge de piloter notamment la digitalisation de la relation client. Toujours au sein de Canal+, tu reprends les fonctions de relations sociales, que tu vas également exercer ensuite au sein de La Poste, en tant que directeur du développement des ressources humaines de la branche service courrier colis. Quel parcours!
Fervent défenseur de l'égalité professionnelle et du refus de l'exclusion sous toutes ses formes, tu intègres en mars 2015 Positive Planète, aux côtés de Jacques Attali en tant que conseiller spécial de ce grand monsieur, avant de prendre la direction générale de Positive Planète en juin 2016. Merci d'avoir accepté, Thierry, de témoigner aujourd'hui aux côtés de Karine. Et du coup, je vais te laisser la parole. Écoutez, je suis absolument ravi de participer à cette conférence introductive. Je suis ravi de le faire à deux voix avec Karine. Donc, surtout, je lui ai dit qu'elle n'hésite pas à me couper parce qu'elle va s'apercevoir assez rapidement que je suis assez bavard, que je parle assez vite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alexandra fera la modératrice et passera les slides. Et donc, je le remercie très vivement par avance. Bon, ce que je voulais faire, c'était un petit peu vous témoigner une expérience d'un monsieur qui a 45 ans d'expérience professionnelle. Et aujourd'hui, l'avantage de vieillir, c'est qu'on perd en principe, mais on gagne en conviction. Ma conviction professionnelle, elle est qu'il y a un lien intime entre la culture de l'entreprise et la gouvernance de l'entreprise. Moi, j'ai eu la chance dans ma carrière de rencontrer tous les types de gouvernance. La gouvernance verticale qui se résume ainsi, je suis le chef, je commande, vous obéissez, vous n'avez rien à dire, c'est ainsi. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, avec la jeune génération, ça ne marche plus, elle cherche du sens, de la valeur, de l'intégration, de l'adhésion, mais surtout pas du commandement. Et puis ensuite, j'ai basculé dans l'économie sociale et solidaire et j'ai découvert une autre gouvernance qui est la gouvernance horizontale. On est tous des chefs, une personne, une voix. Il y a deux problèmes à ce système-là. Le premier, c'est que l'entreprise n'est pas le lieu de la démocratie. Le dirigeant n'est pas élu par ses salariés. Donc, à un moment, il faut qu'il y en ait un qui décide. Et donc, ça ne fonctionne pas non plus parce qu'organiser le joyeux bordel à la française, c'est très bien, mais ça ne fait pas avancer les choses. Donc, il faut essayer de trouver une solution qui permette d'impliquer tous les gens. Et donc, j'ai défini un concept qui s'appelle le concept de la gouvernance positive, et ça ne vous étonnera pas en ayant travaillé chez Positive Planète. Alors, qu'est-ce que c'est que la gouvernance positive? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut le définir? La meilleure façon de le définir, c'est de s'inspirer de la phrase de Saint-Exupéry dans Citadelle et qui dit la chose suivante. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et les femmes pour leur donner des ordres, leur expliquer chaque détail, leur dire où trouver chaque chose. Non, non. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir et l'amour de la mer. Fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir et l'amour de la mer. On reviendra sur cette citation parce que je me suis permis de la reprendre après pour notre conférence et de l'adapter à la relation client. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette citation? Elle veut dire deux points qu'on va développer avec Karine sur cette intervention, qui est que pour travailler dans une entreprise, il faut avoir deux choses essentielles. L'importance d'un projet commun et la deuxième chose, c'est la nécessité de la confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? La confiance, c'est l'émotion de la collaboration et elle repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la compétence, le deuxième pilier, c'est l'intégrité et le troisième pilier, c'est la bienveillance. C'est ce que j'appelle la chaleur ajoutée de l'individu. Et je reviendrai dessus. Aujourd'hui, vous voyez tous, on traverse une crise mondiale de la confiance et la relation client n'y échappe pas, sauf qu'aujourd'hui, elle est en capacité de pouvoir y répondre et on va essayer de vous démontrer avec Karine comment, à travers nos expériences professionnelles respectives, on arrive à faire avancer les choses, à faire bouger les choses et à devenir des leaders dans les secteurs dans lesquels on est présent. Juste une phrase pour les littéraires. Ernest Hemingway disait « Le meilleur moyen de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un, eh bien, c'est simplement de lui faire confiance. » La confiance, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? C'est une relation de pure réciprocité. Elle veut dire quoi? Elle veut dire « Je suis là pour toi, tu es là pour moi ». Et cette relation, c'est celle qui s'installe entre un conseiller client et son client. Le conseiller client doit faire comprendre au client qu'il est là pour lui. C'est une relation qui est purement gagnant-gagnant. Alors, rassurez-vous, vous allez entendre la jolie voix de Karine fort bientôt. Donc, pour reprendre ce que je viens de dire, je vous ai dit que la gouvernance positive était assise sur deux sujets. La confiance, on vient d'en parler. Le deuxième sujet, c'est un projet commun. Avoir un projet commun, donc, c'est définir qu'est-ce qui unit, qu'est-ce qui réunit les gens autour d'une même volonté de faire arriver les choses. Alors,
c'est peut-être les slides suivants, ma chère Alexandra. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Encore un, voilà, on en est là. Alors, chez Canal+, notre projet commun, ça a été de définir avec les 2000 personnes avec qui je travaillais, écoutez, on va essayer de voir comment on peut passer de la direction des services clients à la direction de la satisfaction client. Voilà. Et ça, on a mis 7 ans à partager ça, à faire avancer ça. Ça s'écrit de la même façon, DSC, direction satisfaction client, mais ça ne veut pas dire la même chose, ça veut dire direction de la satisfaction client. Lorsque j'étais chez Attali, dans sa planète, le projet commun de l'ensemble des 3000 personnes que je dirigeais dans le monde entier, c'était offrir aux générations futures les moyens d'accéder à la dignité sans dépendre de la charité. Je vais laisser Karine présenter le projet des 3 Suisses. Merci Thierry pour cette belle introduction sur la confiance et sur le projet commun. Je vais vous rejoindre. D'abord, bonjour à tous et ravi d'être là ce matin. Et merci pour ceux qui ont réussi à se lever de bon matin. Je voudrais juste sur le projet commun, je vous rejoins complètement Thierry. L'importance du client est évidente et je pense qu'on en a tous conscience, mais il faut d'abord définir une organisation commune où on avance tous dans le même sens. Quand on a racheté 3 Suisses il y a à peu près 2 ans, en effet, c'est une marque patrimoniale, une marque, voilà, c'est un peu notre Madeleine de Proust à tous. Je pense qu'on avait tous des souvenirs du catalogue, qu'on recevait enfant à la maison. Et voilà, donc c'est une marque vraiment qui est plus que juste, il n'y a pas que la connaissance de la marque, mais plutôt une vraie émotion par rapport à la marque, des souvenirs. Et on s'est dit, quel va être notre nouveau projet pour 3 Suisses, qui a été au départ une marque innovante, audacieuse. C'était la première à mettre une femme en pantalon en couverture de magazine. Enfin, ça a été une marque extrêmement innovante, mais qui, il faut aussi le dire, les dernières années avant qu'on rachète, c'était un petit peu essoufflé. Et donc, on s'est dit, quel est le nouveau tournant pour cette marque et qu'est-ce qu'on veut faire? Alors d'abord, évidemment, tout le monde nous a dit, première chose, par rapport aux clients, on va arrêter le papier puisque bon, vous êtes une boîte web. Et on a fait exactement l'inverse. On pense que, bien sûr, le catalogue, c'est vraiment la Madeleine, c'est la Madeleine de Proust, c'est les souvenirs qu'on a, et donc on a relancé le catalogue. Et avec une offre qu'on a réduite, ce qui est très rare aussi en ce moment où on parle d'une offre pléthorique, on s'est recentré en tant que curateur de proposer un certain nombre de produits sur lesquels on maîtrise l'offre, et donc une offre responsable également avec beaucoup de fabrication française et de matières naturelles. Donc une offre complètement redéfinie. Et puis, et là c'est peut-être ce qui va être la transition avec le client aussi. Donc c'est d'abord l'offre, je pense que c'est très important, c'est qu'est-ce qu'on propose d'abord à notre client, et ensuite autour de quelle expérience. Et là, justement, on s'est dit, plutôt que de mettre du digital et du chatbot, etc., on va le redéfinir autour d'une expérience certes digitale, ce qui apporte tous les avantages du digital, évidemment, de pouvoir être livré rapidement et de faire son shopping de chez soi à toute heure, mais aussi une expérience plus humaine, plus émotionnelle. Et on va peut-être, je ne sais pas, on va y venir peut-être un peu plus tard, mais voilà, c'est à travers tout un tas d'éléments où, au contraire, on s'est dit, c'est avant tout l'humain au cœur du service client. Voilà. Donc ça, c'est sur le projet. Je pense que vous voulez peut-être passer aux slides suivantes. Sais pas. On avait parlé d'un projet. Merci beaucoup, Karine. Juste un petit point pour toi. Je suis un ancien dirigeant de Canal+. J'ai donc la singularité de tutoyer les gens, et donc tu ne vas malheureusement pas pour toi y faire exception. Bien, ça me va très bien, Thierry. Maintenant que j'en ai l'autorisation. Écoute, je t'en prie. Surtout que je vais confesser devant tout le monde que juste après, je vais aller voter pour toi sur la femme digitale. Donc, il vaut mieux quand même que j'établisse un lien de proximité, puisque je ne vote jamais par hasard, mais seulement par conviction, comme j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Alors, je te laisse la parole, Thierry. Super, tu es un ange. On a parlé avec Karine tout à l'heure du projet commun, mais un projet commun, il s'assoit surtout sur des valeurs partagées. Si vous n'avez pas des valeurs partagées, vous ne pouvez pas faire avancer votre bateau de Saint-Exupéry. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le mettre à l'eau. Donc, chez Canal, les 2000 personnes que j'avais en interne, et je le vérifiais dans les centres de relations clients, ils étaient tous liés et unis par 4 valeurs importantes. La solidarité,
l'écoute, l'innovation et la performance. La solidarité, pourquoi? C'est très simple. Hein. Aujourd'hui, je dis, on réussit en équipe, mais on échoue tout seul. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude et c'est 40 ans d'expérience. L'écoute, vous verrez que plus un problème est complexe, plus la solution est dans la bouche de l'autre. La solution, elle n'est pas chez vous, parce que sans ça, il n'y aurait pas de problème. Donc, la solution est dans la bouche de l'autre. Pourquoi il n'arrive pas à comprendre ce que vous êtes en train de lui expliquer? L'innovation, et Karine est le plus bel exemple humain et digital de ça, c'est que la phrase qui tue dans tous les métiers, c'est « continuons à faire comme on a toujours fait ». On est mort si on fait ça. Le monde va tellement vite, et je vous parlerai après, et je ne l'ai fait que pour vous, des convictions sur les postures managériales post-Covid, vous verrez que ceux qui continuent à faire comme avant, ils n'existeront plus demain. Et puis être solidaire parce que, la performance parce que les records ils sont faits pour être battus. Il faut les battre tous les jours. Mais pour les battre tous les jours, il vaut mieux être plusieurs pour battre des records qu'être tout seul dans son coin, parce qu'au bout d'un moment, on s'ennuie et surtout on s'use. Ces mêmes valeurs d'une entreprise dans la compétition, qui est Canal+, on peut aussi les appliquer à l'économie sociale et solidaire dans l'engagement. Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi la solidarité? La solidarité, c'est simplement considérer l'autre avec confiance. C'est affirmer le postulat selon lequel il est en capacité de réaliser. Être solidaire, c'est considérer l'autre avec confiance. Ça, c'est important et ça permet de lier les propos qu'on a eus, Karine et moi, tout à l'heure. L'éthique, ce n'est pas la morale. On est moral dans nos actions individuelles, et ça vous regarde individuellement. Par contre, on est éthique dans nos actions collectives. Est-ce qu'on dit la vérité à nos clients? Est-ce que la promesse d'engagement qu'on fait, on sait la respecter vis-à-vis d'eux? Est-ce que le traitement des réclamations est bien conforme à la charte qu'on a dit vis-à-vis de nos clients, etc., etc. L'impact. Pourquoi il faut avoir un impact, même dans l'économie sociale et solidaire? Parce que ce que nous faisons doit servir. Il y a un proverbe français que j'aime beaucoup qui dit « Qui ne mesure, guère ne dure ». Qui ne mesure, guère ne dure. Si vous ne savez pas mesurer les actions que vous faites, alors les petits loups, arrêtez d'en faire. Et l'excellence, ça n'est pas la performance. L'excellence, ça n'est pas la performance. Car si dans la performance, et c'est normal, il s'agit d'être meilleur que les autres, dans l'excellence, il vous suffit simplement d'être meilleur que vous-même. Voilà, Karine, aux 3 Suisses. Alors d'abord, je vais faire une petite digression. Alors, c'est pas tellement 3 Suisses, je vais vous raconter l'histoire de nos valeurs. Et plus globalement, c'est que moi, je suis partie d'une boîte vraiment entrepreneuriale où j'ai commencé seule, puis on était 3, puis 5, etc. Et en fait, pendant des années, on ne se pose pas, quand on est 5 ou 7 dans un bureau, la question de ces valeurs, parce qu'elles sont encore plus fortes, parfois justement parce qu'on est une petite équipe très resserrée, mais on ne les matérialise pas, on n'en parle pas et on les écrit pas. Et puis un jour, je crois qu'on devait être à cette époque-là, 20 ou 25, j'ai commencé à me dire, mais quelles sont finalement les valeurs intrinsèques de la société, même si on les a jamais exprimées telles que nos valeurs. On avait une culture d'entreprise très forte, mais non exprimée quelque part. Et je pense qu'elle est d'autant plus forte dans une boîte entrepreneuriale avec les entrepreneurs à leur tête. Et donc ce jour-là, on a décidé de faire tout simplement une pizza party et de demander à chacun ce qu'il voyait ressortir comme les valeurs. Et en fait, il y a eu 5 termes qui sont revenus de la part des collaborateurs. Et donc, c'est eux qui ont décidé. Donc, c'est eux qui ont décidé de nos valeurs, qu'ils ont eux-mêmes affichées ensuite dans notre grande salle de réunion. Et voilà un peu l'histoire. Et je pense qu'il est vraiment ressorti pour l'équipe, c'était… et alors, tu le disais, hein, Thierry, ça ne marche pas toujours. Il y a des décisions, il faut trancher, mais ça, c'était intéressant. Et là, c'était plutôt vraiment les remontées de chacun. Et on a vu que d'ailleurs, ça se rejoignait très fortement. C'est-à-dire que les mots revenaient quasiment de l'ensemble des collaborateurs. Donc, on a eu l'esprit d'équipe. Et je pense que c'est plus globalement aussi l'entraide au sein de l'équipe, au sein de la boîte et vers l'extérieur. Il y avait l'exigence, et donc l'exigence, l'excellence. Alors certes, voilà, je pense que c'est tous les jours, et Thierry le disait très bien, c'est tous les jours se dépasser, sortir le meilleur de soi-même. L'importance que j'accorde depuis mes premiers jours aux clients a fait que la satisfaction client est remontée très fortement, puisque j'ai toujours pensé que c'était important à tout niveau de continuer à parler à des clients, surtout quand on est dans le web, qu'on ne les voit jamais, et qu'on a tendance parfois à ne pas se rendre compte pourquoi on travaille tous les jours. C'est quand même pour le client à la fin.
Donc, nous, à Noël, tout le monde prend des appels, répond à des mails, etc. C'est un truc que j'ai instauré et que j'adore faire et faire. Et donc, parfois, les gens sont un peu étonnés, mais je parle à des clients quand il y a la période de rush, etc. Parce que je trouve que c'est d'abord très intéressant de nous remettre dans le centre, dans le cœur du réacteur, hein, ce qui est quand même voilà, nos clients pour lesquels on travaille tous les jours. Et puis que parfois, en effet, justement, quand on ne les voit pas, ce qui est le cas des purs players, en fait, hein, des e-commerçants, ben, c'est important de pouvoir comprendre pourquoi on travaille finalement chaque jour. Et puis, bah, l'ambition, vu voilà, notre parcours, on a racheté, re-racheté d'autres sites et peut-être on se reparlera la prochaine fois, on aura un site de plus. Voilà, donc je pense que ça fait partie de l'ambition aussi de se surpasser et aussi de mener, je dis toujours, c'est plutôt l'ambition de mener justement une équipe qui grandit avec nous vers un projet commun. Et enfin, l'innovation, Thierry le disait, il faut tous les jours ne pas faire ce qu'on a déjà fait avant. Souvent se tromper, mais ce n'est pas grave, et recommencer. Merci Karine, c'est super. Je relève juste une chose qui me paraît parallèle, c'est que pour moi, la solidarité, elle est assise sur un esprit d'équipe et réciproquement. Tu n'as pas d'esprit d'équipe si tu n'es pas solidaire avec les autres, et si tu veux être solidaire, il faut que tu aies un esprit d'équipe. Mais sans ça, on est super en phase, c'est génial. Et on peut vous dire, en fait, on va vous confesser que Karine et moi, notre temps de révision, il a été de 0 seconde. Vous voyez qu'on est en phase. Hein. On est en phase. On va vous demander avec Karine de travailler un peu maintenant. Donc, vous avez 2 slides, mais compte tenu du temps que nous avons, on va le faire assez rapidement. Eh bien, écoutez, à vous, hein, maintenant, vous mettez dans vos claviers et puis vous réfléchissez un peu de façon assez naturelle et spontanée, parce que c'est important, et puis c'est le but de la valeur ajoutée, de la chaleur ajoutée de notre conférence avec Karine. Et vous, c'est quoi votre projet? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans votre boîte, vous vous sentez unis et réunis autour d'un projet commun? Et puis, ce qu'on vient de vous développer, on va vous poser la même question sur la suite. Et quelles sont les valeurs que porte votre organisation? Si demain, vous nous invitez, Karine et moi, à prendre un café chez vous, si on interroge un de vos collaborateurs, est-ce qu'on a 100% de chances de ne pas nous tromper, qu'ils vont tous donner les mêmes valeurs? Faites cet exercice chez vous, vous allez voir, c'est extrêmement original, vous apercevrez que personne n'est d'accord sur rien. Mais néanmoins, il faut qu'au moins sur 80% des valeurs, vous puissiez vous y retourner. Alors rassurez-vous, si les gens sont toujours chez vous, c'est que sur 80% des valeurs, ils sont en fait très en phase. Je voulais maintenant peut-être vous parler d'un point important sur le management. Donc, avec Alexandra, on a décidé de, voilà, rassurez-vous, il n'y aura pas 10 convictions parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vais vous donner peut-être une réflexion que j'ai aujourd'hui sur les postures managériales post-Covid et sur la digitalisation. En fait, on s'aperçoit tous que la crise de la Covid, c'est un formidable facteur de changement et d'accélération. En fait, la Covid n'a fait qu'accélérer les processus de décision qu'on avait tous. Et le digital, il est maintenant partout. Et je dis toujours en rigolant, et en plus, vous n'avez plus d'abri anti-numérique. Vous ne pouvez plus vous planquer. Le digital vous percute partout, grâce aux 3 Suisses, mais n'importe où dans votre vie. Regardez, on fait une conférence, on est, je ne sais pas, 200 ou 300 en ligne. On ne se voit pas, mais vous m'entendez, donc il n'y a pas d'abri anti-numérique. Mais le problème, c'est que la digitalisation, elle relève d'une transformation profonde. Vous devez passer d'une approche go digital à une posture bidigitale. Vous devez être digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour créer de la valeur par la digitalisation des processus, vous devez travailler sur 5 postures managériales. Et comme il y a une chose qui se délègue pas assez d'exemples, c'est donc à vous, managers, d'être exemplaires là-dessus, et qui sont en totale rupture avec ce qui existait avant. Et je vais vous les passer. Ce sont des convictions personnelles, vous avez le droit de les challenger, vous avez le droit d'être absolument d'accord, et vous avez le droit de dire, Chamouton, c'est un doux utopiste. Alors là, vous avez tort. Ça fait 40 ans que je fais ça et j'ai, par le parcours qu'a donné Alexandra, la conviction d'avoir fait des jolies et des belles choses dans ma vie. Hier, le manager, il devait faire mieux. Aujourd'hui, c'est fini. Le manager, il doit faire bien. On doit passer du faire mieux au faire bien. Pourquoi? Parce que les cycles de développement, ils sont de plus en plus courts et la rapidité des actions, elle doit prévaloir sur la perfection du résultat. La rapidité des actions doit prévaloir sur la perfection du résultat.
Hier, le manager, c'était celui qui était dans la maîtrise totale. Eh bien, je suis désolé. Aujourd'hui, le manager, c'est celui qui est dans le lâcher-prise. Car il me disait, il faut accepter le droit à l'erreur qui est inhérent à toute organisation, expérimentation. Pourquoi il faut accepter le droit à l'erreur? D'abord parce que moi, ça m'arrange bien, je me trompe souvent. Par contre, ce que vous devez dire à vos collaborateurs, c'est le droit à l'erreur, ce n'est pas le devoir à l'erreur. Ils n'ont pas le devoir de se tromper, ils ont le droit de se tromper, mais surtout, ils n'ont jamais le droit de faire 2 fois la même erreur. Et ce, pour 2 raisons. La première raison, si tu fais 2 fois la même erreur, c'est que tu n'as rien appris de la première, et donc ta capacité à te remettre en cause, elle est égale à 0. Et la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas faire 2 fois la même, c'est pour le fun, c'est que si tu fais 2 fois la même erreur, c'est que tu manques singulièrement d'imagination parce qu'il y a tellement d'erreurs à faire que là, c'est vraiment mauvais de faire 2 fois la même. Donc, aujourd'hui, il s'agit de penser les problèmes et les projets et leur mise en œuvre d'expérimentation par zone plus petite et moins risquée. Prenez pas les risques partout. Testez tous les jours, chaque jour, un truc différent. Après, il y avait une autre truc, j'imagine que Karine nous en dira un mot, mais la hiérarchie. Avant, le manager, c'était celui qui respectait la hiérarchie, qui obéissait. C'était ce que j'ai appelé la gouvernance verticale. Je suis le chef, vous obéissez, et puis c'est comme ça. Aujourd'hui, en fait, c'est le réseau qui prime. Le manager, il tire sa légitimité, sa valeur ajoutée de sa capacité à agir en transversalité, à mobiliser les équipes autour d'un projet commun, autour de valeurs partagées. Hier, le manager, son maître mot, c'était la planification. Aujourd'hui, c'est la sérendipité. Alors, vous trouverez tous au dictionnaire, c'est la capacité d'un individu de trouver par hasard, mais surtout quand il a trouvé, de rendre son invention utile. Le manager doit maintenant agir sans a priori, avec pragmatisme, quitte à dévier la trajectoire initiale. Ça, c'est lié au droit à l'erreur. Si vous autorisez vos collaborateurs à avoir droit à l'erreur, ils vont tester plein de trucs. Et si on a 1 sur 10 qui est génial, eh ben vous aurez 1 million de clients en plus, parce que ça correspondra aux besoins. Avant, le manager, il devait être dans la solution. On lui demandait de résoudre un problème. C'est le mec qui trouve la solution. Non, non, c'est fini ça. Maintenant, le manager digital de demain, c'est le gars qui est dans la contribution. Dans la contribution. Même si ça reste un expert dans son domaine, le manager doit apprendre des autres, il doit partager ses connaissances pour faire émerger une solution collective. Il doit se concentrer non pas sur la solution, mais sur les moyens à mettre en œuvre pour jouer un rôle de facilitateur. Tout ceci pour dire, et pour aller un peu vite, pour respecter le timing, je vois les yeux d'Alexandra qui se disent qu'il va se taire bientôt, mais rassurez-vous, oui. Pour moi, le manager de demain, c'est un manager, celui qui ménage ses collaborateurs, et c'est fondamentalement un absorbeur d'inquiétude et un diffuseur de confiance. C'est le gars qui prend les inquiétudes de ses collaborateurs et qui, par un effet de magie de management, les transforme en confiance. Et vous savez que la confiance entraîne la possibilité de se tromper, entraîne la possibilité de découvrir, entraîne cette fameuse sérendipité, la capacité par l'humain de découvrir par le hasard. Et pourquoi c'est important? Parce qu'une machine ne trouvera jamais par hasard, puisqu'elle est programmée pour faire toujours la même chose. L'humain est, il l'a défini très rapidement, et vive les latinistes, errare humanum est. Il est humain de se tromper, et heureusement pour nous, parce que c'est ce qui va faire de plus en plus la différence entre la machine et nous. La machine ne se plante jamais, tant mieux pour elle. L'humain se plante, mais trouve autre chose, tant mieux pour lui. Bon, je te laisse, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Karine, dans cette réflexion sur les 5 postures managériales, mais je pense que le manager de demain, c'est un autre type que celui qui était celui de nos parents. Voilà, je te laisse réagir à chaud ou à froid. Oui, à chaud, puisque je ne savais pas que nous parlerions de cela. Alors, tranquille, Thierry a tout dit et je vais me... Non, mais Thierry a tout dit. Je pense que là où tu as absolument raison, c'est que c'est d'abord aussi, et on l'a vu encore plus, je vais faire une petite digression sur la situation actuelle aussi, c'est que c'est avant tout un management de confiance. Tu disais le mot confiance, mais on l'a vu encore plus dans une période de Covid où on a dû s'adapter extrêmement rapidement, changer complètement nos manières de fonctionner, de réunion, de se voir, d'innover. Et donc, en effet, on doit être à la fois, je pense, avant tout dans la confiance et l'écoute des collaborateurs, et on l'a vu, ça a été davantage encore accentué ces derniers temps. Et je pense que justement, ceux qui l'étaient déjà ont pu réagir extrêmement rapidement et s'adapter, et les autres ont eu plus de mal, puisque voilà. Donc, c'est avant tout
je pense, faire grandir ses collaborateurs pour moi. Et c'est en tout cas une satisfaction quand à chaque fois je vois les collaborateurs évoluer, qui ont commencé parfois très jeunes, tout jeunes chez nous, et évoluer vers des postes où justement, chez nous, c'est peu hiérarchique dans le sens où on dit toujours sky is the limit chez nous, et quelqu'un de 25 ans, et c'est pas parce qu'il a 25 ans, peut chez nous, en 2 ans ou 5 ans, avoir une trajectoire très différente de son voisin. Et donc, c'est aussi cette entre guillemets hiérarchie plate ou non hiérarchie qui pour moi est importante dans un environnement très mouvant et très entrepreneurial. Et puis après, je pense que de toute façon, il faut une certaine folie chez le manager. et sinon, on ne fait pas de grandes choses. Quand j'ai quitté un poste bien tout chaud en finance pour me lancer seule sur un site de cosmétiques hommes, il y a quelques dizaines d'années, on m'a dit elle est très courageuse ou elle est très folle. Moi, je dis il faut un petit peu des deux, je pense. Écoute, c'est une jolie définition de toi. Alors, je voulais te rassurer sur un point. Alexandra n'était même pas au courant de ce que j'ai sur management parce que je me suis dit, je vais peut-être leur parler de ça. Voilà, parce que quand je faisais une conférence à Reims, j'avais commencé à tester ça pour vous, en fait, et les gens m'ont dit, mais attends, développe. Donc, je m'en arrête là parce qu'après, Alexandra va me faire rigoler les yeux. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit Karine, ce que je voulais faire comprendre, c'est votre intérêt d'avoir des managers bienveillants. Pourquoi ? Pour 2 raisons très simples. La première, c'est que votre conseiller client, il va traiter son client comme il est lui-même traité par son manager. S'il est traité durement par le manager, il traitera durement son client. Ça, c'est un truc, vous ne pourriez pas y échapper. Et la deuxième chose qui est importante, c'est votre intérêt de le faire. C'est ce que j'appelle de l'altruisme rationnel. Parce que si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'un salarié sur 2 ne quitte pas son emploi, ne quitte pas son entreprise, il quitte son manager ? Un salarié sur 2 quitte son manager. Si vous avez des managers de merde, vous aurez des conseillers clientèle de merde et vous passerez votre temps à essayer de récupérer votre turnover. Donc, le fait de faire confiance aux collaborateurs, le fait d'avoir des managers bienveillants, c'est de l'altruisme rationnel. Et qu'est-ce que c'est que l'altruisme ? C'est la forme la plus intelligente de l'égoïste. Alors, soyez égoïste, pensez à vous, et en pensant à vous, vous penserez à vos collaborateurs, et en pensant à vos collaborateurs penseront à vos clients. Je vous assure, ça marche. Ça fait 40 ans que je fais ça, et ça fait 40 ans que je me lève tous les matins avec la pêche que vous devinez dans ma voix. Alors, rassurez-vous, on va attaquer la dernière partie, et Karine pourra nous parler de ses services clients, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que j'apprends toujours beaucoup de tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques convictions sur les services clients. La révolution digitale, c'est un bouleversement social, économique, industriel d'ampleur historique. Ça va très vite, tous les jours, ça se multiplie. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a plus d'abri antinumérique. Donc, c'est quoi la révolution digitale par rapport à l'ancienne révolution ? C'est qu'elle s'illustre simplement par le fait que le nombre de contacts quasi simultanés est prodigieux. Vous pouvez traiter 1000 clients en ligne, 1 million de clients en ligne. Néanmoins, dans cette révolution, l'équation des services clients, elle est toujours la même. C'est une équation à 3 inconnus dans laquelle je rajouterai une 4e pour essayer d'être cohérent avec mes propos. Première équation de tout service client, comment augmenter la satisfaction des clients ? Comment augmenter la satisfaction des clients ? Alors, il y a toutes les techniques, la qualité de service, le NPS, tout ça, ça se mesure, il y a un impact. Mais il n'y a pas que cette partie de l'équation. Deuxième partie de l'équation, leur donner envie de demeurer client le plus longtemps possible. C'est allonger la durée de vie de vos clients dans le portefeuille. J'imagine que la conquête d'un client 3 Suisse, elle est beaucoup plus chère que la fidélisation d'un client. Donc, vous devez développer des programmes de fidélisation. Et puis après, il y a une équation économique que défendent nos financiers. C'est comment faire plus avec moins. C'est ce qu'on appelle la baisse du coût de gestion par abonné. On y arrive, je l'ai fait chez Canal. Il y a plein de gens qui l'ont fait partout. Et donc, je voulais savoir, je vais passer ma 4e équation et puis après, on laissera Karine développer les fondamentaux des services clients des 3 Suisses, ce qui m'intéressera vraiment beaucoup. La 4e équation des services clients, ça doit être le slide qui doit venir juste après celui des 3 Suisses, voilà, mais on laissera Karine parler de ces… Voilà, ça c'est très important. Toute cette équation magique, elle fonctionne dans tous, mais elle fonctionne encore mieux si vous y ajoutez une 4e équation. Que ceux qui sont le plus mis à l'épreuve, c'est-à-dire vos conseillers clients, ils trouvent leur compte et soient contents. Et là encore, c'est votre intérêt de le faire. C'est ce que j'appelle de l'altruisme rationnel. Dites-vous bien que l'équation magique des services clients, c'est des collaborateurs heureux font des clients heureux. Des collaborateurs heureux font des clients heureux. Malheureusement,
ça ne marche pas toujours dans l'autre sens. Il n'y a pas de symétrie des attentions. Ce n'est pas parce que votre client est très content que votre collaborateur, il le sera. Par contre, dans l'autre sens, ça marche. Ça veut donc dire que vous devez prendre un soin inouï, infini à la qualité de vie au travail, à la formation professionnelle, à l'épanouissement des collaborateurs, au droit à l'erreur, à la confiance de leur manager, à l'envie de rester avec vous, à l'envie de rêver, de penser et de dire qu'il n'y a rien d'autre de mieux que les 3 Suisses, même si le rêve, c'est qu'à la fin, on soit 60 millions de 3 Suisses. Voilà, c'est super important ça, c'est vraiment super important. Je vous assure, j'ai dirigé des grands services clients, je dirige aujourd'hui un institut de la relation client, il y a une équation à 3 inconnus plus une inconnue humaine que vous devez mettre. Ma chère Alexandra, on repasse en arrière et on va demander à notre chère Karine de nous expliquer comment fonctionne la relation client chez les 3 Suisses. Alors, je vais être très concise parce que je crois qu'on arrive au bout du temps, Alexandra. Plusieurs points. Donc, quand on a relancé 3 Suisses, on s'est dit c'est une marque patrimoniale. On ne va pas justement dans un bureau à 2 ou à 4, peu importe, recréer cette formidable marque. Et donc, on a travaillé la co-construction. Donc, les clients ont participé tous les jours à la reconstruction de la marque. On les a inondés de questions. On a eu plus de 10 000 personnes qui ont contribué au quotidien à cette reconstruction, et je dois le dire sans code promo ou remise, puisque c'était vraiment des gens qui le faisaient pour l'amour aussi de la marque, justement, et je pense que c'est très important, c'est cette confiance mutuelle. Et donc, évidemment, et d'ailleurs, ça a été une de mes premières intuitions d'entrepreneur, mais ça s'est confirmé par justement leurs réponses, et le retour du catalogue était largement plébiscité. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, en fait, 3 Suisses, c'est avant tout une expérience, un digital humain qu'on veut mettre en place. Et donc, bien sûr, on peut avoir le premier collaborateur disponible, mais on peut aussi avoir son conseiller dédié. Donc, quand on fait sa première commande, on a un conseiller privilégié qui ensuite va pouvoir répondre et vous accompagner, puisqu'on a aussi des clientes très fidèles et qui reviennent très régulièrement et qui sont heureuses de pouvoir avoir aussi de l'humain et quelqu'un finalement qui les conseille comme dans une boutique auquel ils iraient en bas de chez eux. On l'a dit, du coup, bien sûr, le mix, et moi j'appelle ça aussi de l'omnicanal, on parle toujours d'omnicanal boutique web, mais c'est de l'omnicanal catalogue web, et c'est vrai que le catalogue a aussi est un vecteur de proximité très important à mon sens. On feuillette un catalogue devant son café le matin ou à 2 ou à plusieurs versus être devant son mobile et faire un achat qui est quand même très utilité et en tout cas très solitaire. C'est un acte d'achat très solitaire. Et voilà, et puis après, il y a des lignes directes pour des clients VIP. Voilà, donc c'est en quelques mots, Alexandra, le service client aujourd'hui, mais plus globalement, ce qui ressort de tout ça, ce sont des actions très concrètes. C'est vraiment de continuer à avoir un lien fort entre cette belle marque 3 Suisses et son consommateur. Merci, super. J'adorerais. Je vais appeler les 3 Suisses pour voir si je tombe plutôt sur un coach que sur un conseiller client chez toi. Il faut faire ta première commande, Thierry. J'attends ta commande. Ouais, mais je crois que vous êtes surtout spécialisé dans les jupes pour hommes, c'est ça? Non, tu iras voir. Il y a plein de choses pour hommes. Ah, ça marche. Allez, il nous reste 5. Non, on est bien. Il nous reste 4 minutes pour conclure. Donc, celui-là, on l'a vu, Alexandra. Donc, merci. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous devez avoir une relation client augmentée. On parle de l'homme augmenté. Commencez déjà par augmenter votre relation client. Ce sera super. Et qu'il combine le meilleur du digital pour simplifier, personnaliser, pour guider dans les démarches complexes. C'est ce que j'appelle la valeur ajoutée parce que ça permet de créer de la valeur, de simplifier des étapes répétitives, etc. Mais aussi de l'humain pour apporter l'authenticité, la bienveillance, la confiance et le lien social. Et là, j'appelle ça la chaleur ajoutée. Votre conseiller client doit donner de la chaleur ajoutée. Il doit apporter du senti, du ressenti. Il doit créer la confiance. Et vous savez que la confiance, c'est l'émotion de la collaboration. Si vous voulez vendre un truc à un client, il faut qu'il ait confiance en vous. Il faut qu'il ait confiance en la marque. Il faut qu'il ait confiance en la personne qui lui répond. Voilà. Alors, il y a 2 petits slides pour finir, rassurez-vous, et je pense qu'on va faire l'exploit d'être dans les temps avec Karine, mais je lui laisserai conclure après mon truc, mais j'y tiens beaucoup. Alors, on y va, Alexandra, il y a 2 petits slides, voilà. Mais dans le nouvel équilibre entre digital et humain, vous ne devez jamais oublier que le don doit passer avant les données, la personne avant la machine, l'humain avant le digital. L'humain, c'est un moyen
L'humain, c'est une fin et le digital est un moyen. Ne nous trompons pas d'équilibre. Alors, pour finir et dans les temps, donc, je nous félicite avec Karine. Alors, je ne pensais pas à ce challenge possible. Mais, donc, dernier slide, ma chère Alexandra. Je me suis permis de reprendre la phrase de Saint-Exupéry et vous allez voir qu'elle tombe très bien avec tout ce qu'on a dit avec Karine et qui dit la chose suivante. Si tu veux diriger un centre de relations clients ou une relation client, non, commence pas par rassembler tes conseillers clientèle pour leur donner des ordres, leur expliquer chaque consigne, leur dire où tu vas trouver chaque procédure. Non, fais pas ça, mon grand. Si tu veux diriger un centre de relations clients, fais naître dans le cœur des conseillers clientèle l'amour et le désir du client. Fait naître dans le cœur des conseillers clientèle l'amour et le désir des clients. Vous avez la chance, nous avons la chance de faire le plus beau métier du monde, c'est de rendre service à des gens. Il n'y a rien de plus beau que de faire ça. Donc, si vous avez dans le cœur l'amour et le désir du client, alors vous arriverez à faire tout ce que vous voulez en relation client, la confiance sera installée, vous surmonterez toutes les difficultés et vous serez demain tous des petites Karine Schretzer, petites parce qu'il faut qu'elle reste en tête. Voilà, merci. Je te laisse la conclusion, Karine. J'ai fini. J'ai pris que 2 minutes d'avance, donc il te reste, je te laisse 3 minutes pour finir. Bon, d'abord, je voudrais dire que j'ai gagné mon pari d'arriver à aussi prendre la parole. C'était mon challenge avec Thierry. On s'est donné ça comme challenge juste avant, on vous donne les coulisses. Thierry est très bavard, mais c'est passionnant. Thierry, on pourra refaire ça quand tu veux. Je pense que ta conclusion est parfaite. Donc, c'est effectivement remettre, d'abord, je dirais, les ressources humaines et l'humain au cœur du service client. Moi, je pense que c'est important et c'est pas que, c'est bien sûr des outils, c'est bien sûr tout ce qui peut améliorer au quotidien justement. Après la facilité et voilà, mais c'est aussi les ressources humaines d'abord et les gens. Et puis je pense que c'est ce que tu as dit, faire naître le désir et l'amour du client au sein de toute l'organisation, c'est hyper important. Pas que au sein du service client d'ailleurs, et pour toute l'organisation d'avoir toujours en tête qu'en fait tout ce qu'on fait, on ne le fait que à la fin pour le consommateur. On peut avoir le meilleur site technique, la tech est hyper importante pour nous évidemment et le plus rapide et le meilleur et c'est indispensable, mais ça n'est toujours qu'un outil à la fin pour satisfaire notre consommateur. Ben, je vote 3 Suisses et je vote la femme digitale de l'année avec joie, passion et envie. Est-ce qu'on a le temps, Alexandra et Brenda, de prendre une question chacun, une pour Karine, une pour moi ou pas du tout? Parce qu'on a été très sages, il n'est que 43. Ben, bravo, vous avez été exceptionnel. On est même en avance. Donc, je pense qu'on a le temps de prendre des questions, Alexandra, non? Oui, on va pouvoir prendre quelques questions. Brendan, si tu veux les choisir. Je peux en effet les choisir. Donc, il faut que j'accède au chat. Il faut que j'accède au chat. Alors, dans les questions que j'ai sous les yeux, j'ai quels outils, c'est Rodolphe qui demande quels outils utilisez-vous pour la personnalisation de la relation, orientation des mails et des appels? Je ne sais pas si Karine, tu veux prendre cette question ou… Écoute, non. La question était pour Karine, précise Rodolphe. Mais Karine ne veut pas prendre la question, Rodolphe. Non, c'est pas que je ne veux pas, Rodolphe, mais c'est différents outils, dont certains qu'on a développés en interne et avec notre partenaire. Et il y a beaucoup de choses in-house parce que nous, on développe beaucoup de… Voilà, enfin, notre spécificité, je le disais, c'est vrai que la tech, pour nous, c'est très important, mais toute notre plateforme, tout est complètement développé in-house. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on rachète des sites facilement, on les intègre sur une même plateforme. On n'a pas parlé de tout ça aujourd'hui, mais c'est la mutualisation. Et donc, on a beaucoup d'outils internes et développés par nous-mêmes. Merci, Karine. Est-ce que vous avez d'autres questions à partager avec Thierry et Karine? Alors, nous avons une question de Fabrice. Merci, Fabrice, pour votre question. Comment introduisez-vous la notion du service client pour recruter un candidat pour un centre de relations clients et évaluer son appétence à la relation client à distance? Tu veux prendre Karine ou pas prendre? Ou je peux dire aujourd'hui ce qui est en train d'évoluer dans le métier. Aujourd'hui, on est en train de développer ce qu'on appelle des compétences socio-émotionnelles. C'est-à-dire qu'à côté du savoir-être et du savoir-faire téléphonique, qui sont les deux basiques et les deux fondamentaux du métier,
il faut développer chez les conseillers clients les compétences socio-émotionnelles, la capacité de sentir et de ressentir, la capacité de ressentir bien, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, que c'est la confiance qui est l'émotion de la collaboration. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, il y a peu de chances que vous ayez confiance à votre client, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on a des formations sur les compétences socio-émotionnelles et franchement, je vous encourage, avant de recruter quelqu'un, de passer les tests des compétences socio-émotionnelles pour 2 raisons importantes. La première, c'est que tout le monde n'est pas fait pour ce métier, mais il vaut mieux le savoir le plus rapidement possible. Or, tout le monde a eu un engouement pour y aller et on a considéré que le fait de savoir prendre un téléphone et de savoir se comporter avec un client était suffisant pour dire « Ah ben ce mec-là, il est fait pour ce job ». Non, pas du tout. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a les émotions nécessaires et suffisantes pour apporter, ce que je disais tout à l'heure, de la chaleur ajoutée à la conversation, du ressenti, du senti, de l'envie de parler à ses clients, de l'envie. Vous avez des gens, ce n'est pas péjoratif dans mon esprit, il n'y a pas de saut métier, mais qui sont faits pour tout, sauf pour prendre un client au téléphone, parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, parce qu'ils n'ont pas envie de lui rendre service, et parce que très clairement, ce n'est pas leur job. Donc, les tests de sélection, ils sont importants, mais n'oubliez pas aujourd'hui qu'à côté de la capacité de savoir, la capacité d'être, vous devez la capacité de vous connaître. Et si vous vous connaissez, c'est l'intérêt pour tout le monde. Là encore, c'est de l'altruisme rationnel, c'est de l'intérêt de l'entreprise parce qu'elle ne gardera pas un mec qui n'est pas fait pour ce job. Et c'est l'intérêt pour la personne parce que si la personne n'est pas faite pour ce job, pourquoi lui faire perdre 6 mois dans un centre dans lequel il va polluer tous les autres en disant c'est un boulot de merde, je ne suis pas assez payé, c'est le prolétariat du 21e siècle, etc. J'ai tout entendu là-dessus. La seule réponse, c'est de dire écoutez-vous en tant qu'employeur et en tant que dirigeant, pour ne pas vous tromper au début, prenez le temps de faire passer des tests sur les compétences socio-émotionnelles et vous verrez si les gens sont formés, ont envie de faire ce job-là. Et s'ils n'ont pas envie, ayez l'intelligence, la sagesse et la droiture de leur dire vous n'êtes pas fait pour ce job. Il y a plein d'autres jobs. Merci beaucoup Thierry. On a légèrement dépassé le timing. Ce qu'on vous propose de faire, en fait, c'est que de toute façon, Brendan et moi, on va avoir accès à toutes les questions. S'il y a des questions ou des remarques qui étaient adressées en particulier à Thierry et à Karine, on n'hésitera pas à leur envoyer. Et un grand merci pour votre intervention, Karine. Un grand merci, Thierry, également. Merci de nous avoir fait confiance dans cette keynote d'ouverture et de nous avoir accompagnés en cette matinée. Il y a encore plein d'autres conférences hyper intéressantes qui vont se dérouler toute la journée. On se retrouve là juste après pour une conférence avec Nathalie Namias, la directrice de relations clients de DPD, et Arnaud Leroux, qui est le CMO de Fuel Market, où on va parler de la relation client à l'ère post-Covid. Si vous n'êtes pas inscrit, on vous invite vivement à le faire. Et tout au long de la journée, il y a des conférences très intéressantes avec des speakers inspirants. Voilà. Donc, on vous propose un super programme. N'hésitez pas à rester avec nous. Et merci à nos deux Après, juste une phrase de conclusion. Chers tous, chers amis, n'oubliez pas de bourrer les urnes et de voter tous pour Karine à la fin du Moi, j'y vais tout de suite. Et puis Karine, je t'espère à bientôt. Si tu veux. Tous sur le profil LinkedIn de Karine. Vous pouvez trouver, juste pour que vous puissiez voter, pour vous faciliter la vie, vous allez sur le profil de Karine, profil LinkedIn de Karine, et il y a un lien, vous verrez, qui vous permettra de voter. Voilà. Merci à tous et puis merci surtout pour cet échange, Thierry. Merci pour votre écoute et puis passez une belle journée avec plein de belles conférences à tous. Merci beaucoup. Merci Karine, merci Thierry et belle journée. Très belle journée.